surtout dans le nord de notre pays. Leur statut juridique entre État et Église impose de se mettre d'accord collectivement sur les orientations à privilégier et les mesures à prendre. Le plan de gestion des édifices religieux, lancé en 2011 par le gouvernement flamand, invite les communes à rassembler toutes les données d'aide à la décision et à classer les églises en 3 catégories, en concertation avec les responsables religieux. Depuis 2015, ce plan est devenu obligatoire pour tous les édifices classés et plusieurs pré-études d'utilisation partagée ont été financées. Jonas Dankers, collaborateur scientifique au Centre flamand d'art et de culture religieux, le CRKC, a accompagné de nombreuses communes et doyennés dans cet exercice prospectif. Nous le remercions aujourd'hui de nous faire part de cette expérience et d'évoquer les étapes à venir avec son regard d'archéologue et de président de Fabrique d'Église. Je vous propose un petit voyage en Flandre pour vous parler de l'avenir des églises, surtout paroissiales en Flandre, pour vous informer, mais aussi pour donner peut-être aussi des idées pour l'avenir de vos églises. Un mot bref sur notre centre. Donc, je travaille pour le Centre d'art et culture religieux en Flandre, le CRKC. On s'occupe de tout le patrimoine religieux, donc dans tous les aspects. Donc le mobilier, on a commencé il y a 20 ans à faire des inventaires d'abord pour l'abbaye, pour les cloîtres, mais maintenant aussi pour les églises. On s'occupe aussi de l'immobilier, donc de tous les édifices et surtout de la question du futur pour les églises et aussi les maisons d'une communauté religieuse. Et l'aspect immatériel, donc aussi la dévotion, les processions et comment donner aussi ces traditions en futur et de les donner aux prochaines générations. L'année passée, on a ouvert un nouveau musée à l'abbaye de Parc, près de Louvain, où il y a aussi nos bureaux, Parcum, où on veut faire vraiment un dialogue partant du patrimoine religieux. Donc, dialogue entre les différentes communautés, mais aussi entre les jeunes et les plus âgés. Donc, c'est un projet nouveau, maintenant avec une exposition sur le thème de comment religion peut diviser, mais aussi réunir les gens. On travaille en Flandre, mais on travaille intensivement avec Open Kerken, Église ouverte, quand il y a quelques mois, quand il y a des nouveaux membres d'Église ouverte en Flandre, c'est CRKC qui se rend aussi sur place pour donner les premières informations. Pour la partie francophone, nous travaillons évidemment aussi avec Église ouverte et aussi avec CIPAR qui est un peu l'organisation Sorel pour nous, pour la partie francophone. Mais les églises comme sujet de cette présentation, ici les activités que vous connaissez bien, les activités traditionnelles dans l'église paroissiale. Mais les dernières années, on voit aussi en Flandre beaucoup plus d'activités qui d'abord n'étaient pas là, donc des réaffectations, mais aussi des destinations secondaires. Et donc, c'est de cette évolution que je voulais parler. Très bref, le contexte historique et législatif est très similaire à la partie francophone du pays. Donc, comme vous savez, la Révolution française, ou mieux l'application des idées de la Révolution française dans nos régions, était résolue par le Concordat où, à ce moment-là, le système des familles d'église qu'on connaît maintenant est installé et qui existe jusqu'au moment. Donc l'idée que les déficits financiers qui les fabriquent, l'église, sont compensés par la commune est encore en vigueur aussi en Flandre. Donc c'est en 2001 que la matière des églises devient matière régionale et donc c'est la Flandre qui est maintenant responsable comme région pour les églises. Et comme vous savez, il y a en général une sécularisation
assez forte après la Deuxième Guerre mondiale et qui a mis ce système, je ne dis pas en crise, mais qui a une tension que d'un côté il y a de moins en moins personnes qui fréquentent les églises, et de l'autre côté les communes qui continuent à payer les familles d'église. C'est pour ça que le ministre à l'époque de l'Intérieur et des Monuments, mais maintenant ministre-président bourgeois, en 2011, il a écrit une note conceptuelle, une note sur le futur ou l'avenir des églises en Flandre. Et il a proposé aux communes, et au même moment aussi aux fabriques d'églises, d'écrire pour toutes les communes un plan stratégique pour le futur de leurs églises. Donc, il a demandé de se mettre ensemble, de discuter ensemble sur l'avenir des églises et de dire pour toutes les églises sur le territoire d'une commune quelles fonctions ils auront au futur. Et il a demandé de choisir entre les catégories que vous pouvez voir sur cette diapositive. Donc, la première option, valorisation, est une chose qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui. L'Église reste l'Église, mais on renforce l'usage actuel de l'Église et on met en valeur l'historique et tous les aspects culturels. Deuxième option, utilisation concomitante, donc que d'autres communautés chrétiennes utilisent l'Église. Et les deux dernières options, une destination secondaire, où il y a autres activités plus laïques, non pas seulement liturgiques dans l'Église, soit dans le temps, soit dans l'espace. Ou une réaffectation où l'Église n'est plus utilisée pour le culte. Donc encore la terminologie qui est assez stricte et qui aussi les évêques flamands ont bien précisé pour éviter aussi de la confusion. Donc, un peu d'exemples, comme vous pouvez voir, l'église comme paroissiale, comme vous le connaissez, utilisation concomitante, par exemple, par les orthodoxes dans la ville d'Anvers. Valorisation, il y a beaucoup d'exemples, donc des tours guidés, ouvrir l'église, faire une église ouverte, mais aussi des concerts, des expos, etc. Donc une destination secondaire, quelle est la différence? Qu'il n'y a plus d'activités non liturgiques ou non culturelles, par exemple ici avec un marché de puces ou une expo qui reste là pour une période plus longue. Une destination secondaire, une répartition de l'espace, donc par exemple la nef latérale qui est utilisée comme bibliothèque dans une église à Limbourg, ou la dernière option, réaffectation complète, un restaurant ici à Anvers. Donc l'objectif du ministre était de faire écrire un plan de gestion pour les églises sur le territoire d'une commune, pour comme ça avoir une vue de long terme et de pouvoir aussi planifier financièrement l'investissement dans les églises. Et aussi de stimuler, de penser à d'autres activités dans ces églises. Donc il y avait assez de fabriques d'églises qui ne faisaient presque plus rien parce qu'ils n'étaient pas stimulés de chercher autre usage ou de le mettre en valeur. Donc c'est pour ça que c'était une bonne incentive. Juridiquement, vous pouvez vous imaginer que d'abord, quand le ministre disait « vous pouvez faire une exercice ensemble où c'est peut-être intéressant d'écrire un plan », il n'y avait pas beaucoup de gens qui se mettaient au travail. Au moment qu'il a dit que pour toutes les églises classées, c'était nécessaire d'avoir un plan de gestion, donc c'était obligé. À ce moment-là, il y avait beaucoup de communes qui ont commencé à faire un plan. Surtout en 2016, il y avait une obligation pour tous les dossiers qui étaient sur la liste d'attente pour avoir une restauration, d'avoir aussi un plan de gestion, que presque tous les 134 communes qui avaient un dossier sur la liste d'attente ont commencé à écrire un plan.
Pour le moment, on a déjà 175 communes qui ont finalisé un plan de gestion, donc aussi confirmé par l'évêque et par le conseil communal, qui doivent à la fin confirmer ce plan. Le ministre a aussi bien éclairé quelle partie va être inclue dans ce plan. Donc il y a aussi un certain inventaire de tous les aspects que vous pouvez imaginer, que c'est aussi un bel exercice de mettre ensemble toutes les informations qui sont disponibles d'une certaine église. Donc, description de la valeur historique culturelle, mais aussi des possibilités architecturales, l'état physique du bâtiment, comment l'église est utilisée au moment et quels possibles acteurs sont intéressés de l'utiliser au futur. Comme j'avais déjà dit, aussi les évêques flamands ont stimulé au même moment de réfléchir sur le futur des églises. Ici, vous voyez un exemple d'un plan, comment ils ont fait de la rédaction, parfois aussi avec beaucoup de photos pour le rendre intéressant. J'avais dit que la confirmation de ce plan est faite par l'évêque et par le conseil communal, mais il y a aussi tous les autres partenaires que vous pouvez voir ici qui sont liés d'une manière ou d'une autre à ce plan, à la question de l'avenir de l'Église. On l'a entendu déjà dans beaucoup de présentations aujourd'hui, mais aussi, par exemple, les élèves de l'école locale, les paroissiens, mais aussi des gens qui ne viennent pas tous les dimanches dans l'Église, mais qui ont une émotion avec l'Église. C'est bien de les contacter, de les demander leurs opinions. Le CRKC, ensemble avec les évêchés, mais aussi avec d'autres organisations qui s'occupent de ce plan, a fait un plan d'étape pour la rédaction de ce plan, parce que c'est très facile de l'écrire avec 2 personnes et après de l'envoyer à l'évêque et au conseil communal, mais comme ça on sait déjà que ça sera très difficile de le mettre en valeur et de faire un bon plan qui marche. La première phase est de faire un plan pastoral, c'est la tâche en fait des gens qui s'occupent du pastoral, donc le prêtre, le diacre, le doyen, mais aussi toute l'équipe pastorale, qui doit faire un exercice sur le futur, quelle église comme communauté on veut être dans le futur, et comment les édifices, comment les églises feront partie de cette plan pastoral au futur. Pas seulement combien de messes et quelle messe sera faite dans quelles églises, mais aussi autre partie de la pastorale, comme l'évangélisation, les catéchèses, la diaconie et tous les autres aspects, donc pas seulement la liturgie. Là, il y a beaucoup de différences aussi entre les évêchés, entre les unités pastorales. On voit en Flandre que c'est un thème assez difficile, mais aussi très intéressant. Donc, une fois que l'unité pastorale a fait ce plan pastoral, la deuxième étape est de faire un dialogue entre l'Église et la commune ou les autorités civiles locales. De consulter aussi la population, comme j'avais dit, et parallèlement dans la phase 3, de faire aussi la rédaction de l'inventaire dont je voulais parler. Une fois qu'on a décidé quelle église aura quelle fonction, il y a encore l'approbation finale, c'est plutôt l'administration à la fin du processus, et très important à la fin aussi de communiquer, d'informer la contenu du plan à la population. L'importance de la communication qui est, laissons dire, la base pour une bonne implémentation du plan. Ce n'est pas possible de le faire dans 1 an, même pas dans 5 ans, mais c'est une fois qu'on a fait un plan pour le futur, de voir comment le mettre en valeur et en
On conseille de faire un groupe de travail commune par commune avec personnes qui sont liées à l'Église, mais aussi à la commune, aussi des bénévoles, des volontaires, des différents groupes comme j'avais démontré. Et la participation qui est très importante de demander à plusieurs groupes d'être liés à ce processus de chercher un usage additionnel, mais aussi peut-être nouvelle de l'Église. En Flandre, on a beaucoup d'exemples maintenant, comment ce groupe ont communiqué les plans, ici par exemple avec des expos, avec des classiques présentations, mais aussi des sessions où les gens peuvent donner des idées parmi des post-its ou parmi des listes de questions. Et parfois on fait aussi des maquettes pour démontrer comment une nouvelle fonction ou une autre fonction pourra être au futur. Ici par exemple une grande église dans la Flandre ouest, on a cherché de faire d'une partie de l'église une garderie pour les enfants du village, et comme ça que tout le monde, jeune et plus âgé, était aussi stimulé de penser ensemble avec l'architecte, avec le groupe qui coordonne un peu ce plan et de donner des nouvelles impulses. Une bonne communication, parfois aussi on peut choquer les gens, pas pour faire vraiment ce que vous voyez ici, mais pour les rendre conscients que c'est nécessaire de penser de cette question, parce qu'autrement, il y a le risque qu'il n'y aura pas de plan pour le futur et l'Église reste là, fermée, et il n'y aura pas de nouvelles activités. On fait, avec le CRKC, mais aussi autres organisations, des soirées de consultation on organise presque toujours dans l'église, ou quand c'est pour plusieurs églises dans la salle de la commune. On fait une petite introduction, d'expliquer pourquoi on doit faire ces exercices. On explique aussi la relation historique entre le village et l'église, pour dire que ce n'est pas seulement un bâtiment, mais que ça explique aussi beaucoup de l'histoire de la communauté locale. Et on donne des exemples des destinations secondaires, des réaffectations, mais aussi beaucoup comment valoriser l'église comme elle est maintenant. Après, les gens se mettent ensemble aux tables, parfois avec un verre pour stimuler la discussion, et ils commencent des listes de questions. Une partie qui s'agit comment vous parlez de l'Église aujourd'hui, quels sentiments vous avez quand vous parlez de l'Église. Parfois, ils savent très bien pourquoi ils sont là, mais une fois qu'ils commencent à parler, quelle émotion ils ont et pourquoi ils sont venus, c'est une bonne base pour la deuxième partie, où ils nous donnent des différentes options pour le futur de l'Église. Après une synthèse qui est faite à la fin, l'info qui est utilisée aussi pour le groupe qui coordonne un peu le plan de gestion pour les donner des nouvelles informations. Étape 3 sont des études de faisabilité. Parfois il y a des idées assez ambitieuses, mais ce n'est pas totalement clair qu'il y a assez d'argent ou assez de moyens pour le rendre vraiment réalité. En Flandre, il y a aussi un bureau de projet qui s'occupe de cette étude de faisabilité. Donc, quand, par exemple, une communauté locale a l'idée d'installer la bibliothèque dans l'église, c'est ce bureau qui, avec des architectes, fait une analyse si c'est financièrement et pratiquement faisable de le faire dans cette église-là. Une particularité pour la région flamande est qu'on travaille maintenant avec des plans pluriannuels. Maintenant, pour 2020-2025,
c'est nécessaire de faire avec tous les fabriques d'église ensemble pour une commune un plan pour le futur. Donc 2019 en Flandre est très important parce que tous les fabriques doivent se mettre d'accord dans une commune, quels projets ils feront, quels projets ils ne peuvent pas faire, et donc aussi toute la discussion sur la destination secondaire, la réaffectation et aussi tous les actes pour la valorisation, pour par exemple ouvrir une église, pour être une église ouverte, doit être analysé pour les prochaines années. Et parfois, ce n'est pas nécessaire de faire des grands travaux, travaux architecturels, mais par exemple, comme l'église que vous voyez ici, d'acheter des nouveaux immeubles et d'organiser l'église comme ça peut être utilisé aussi pour des concerts, pour des présentations et pour des petits espaces pour faire des réunions. Donc cette église est vraiment devenue une église presque centrale, une maison centrale pour tout le village. Utilisons ce panneau pour faire des espaces plus petits. La dernière partie est mettre vraiment en œuvre le plan qui est fait. Je disais déjà que ça peut durer plusieurs années, mais il y a là des choses très importantes, comme par exemple l'importance des volontaires qui sont déjà actifs dans l'Église, de les tenir assez proches aussi aux projets qui sont faits pour le futur. Il y a, ça que je veux dire, une continuité pour les volontaires aussi quand il y a des autres activités qui ne sont pas strictement liturgiques, que tous les volontaires qui restent liés à l'Église. Maintenant je vais plus vite parce que je pense qu'on sait déjà tous les aspects positifs d'ouvrir aussi l'Église. Mais en Flandre, c'est vraiment, on a vu que pendant la discussion avec les communes, quand les fabriques d'églises ont discuté avec leurs communes sur le futur des églises, que beaucoup de communes ont demandé aussi d'ouvrir leurs églises et de prendre aussi des mesures de sécurisation pour les prochaines années. L'importance de la maintenance préventive, qui fait partie aussi d'une vision de long terme, et comme on l'a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui, l'importance d'avoir l'inventaire pour le patrimoine religieux mobilier qui, comme vous avez compris, fait partie aussi d'un plan plus large, de pouvoir le valoriser, de le mettre vraiment en lumière. Comme on le fait en Flandre, avec le CRKC, stimuler de faire leur inventaire et donner l'information aux fabriques. Dans la partie francophone, vous avez CIPAR qui s'en occupe. J'ai mis ces diapositives aussi parce qu'on a vu qu'en Flandre, commençant avec des projets d'inventarisation, on a aussi convaincu beaucoup de gens qui ne sont pas au début très liés à l'Église, mais qui étaient aussi très importants pour les nouvelles idées pour l'utilisation de l'Église, la participation dont j'ai parlé. Un autre projet qu'on a commencé avec CRKC, ensemble avec les partenaires que vous voyez ici, est de valoriser aussi les inventaires qui existent. Donc, valoriser pas seulement financièrement, mais aussi ensemble avec la communauté locale, voir comment tous ces objets sont importants pour l'identité de la communauté locale et d'utiliser ces idées positives et ces histoires qui sont racontées par la communauté locale pour parler aussi du futur de leurs églises. J'ai encore 5 minutes pour vous démontrer quelques exemples concrets. Donc, on a, à la fin de décembre, présenté un livre avec le CRKC qui démontre 45 exemples des différentes catégories d'utilisation des églises. Donc, valorisation, destination secondaire, réaffectation.
où en fait les lignes entre ces différentes catégories ne sont pas si claires parce que en fait tous les exemples que je vous démontre maintenant vous démontrent que en fait il y a beaucoup de moyens de mettre en valeur l'Église dans différentes manières et de lier différents groupes qui peut-être au début n'étaient pas liés à ce monument et de promouvoir aussi comme ça la cohésion sociale des communautés. Un exemple de la diaconie dans les églises, hein, donc je disais, parfois on pense encore trop, on se concentre peut-être encore trop sur la liturgie, aussi dans les plans qu'on est en train de faire maintenant en Flandre, mais on voit que déjà maintenant les évêchés, aussi les unités pastorales locales, ils commencent à faire des projets plus larges partant de la pastorale, comme vous voyez ici. Partager une partie de l'Église, comme ici à Oudenaarde, qu'on a divisé l'Église avec des panneaux en verre pour des espaces plus petits. Ça évidemment a des avantages pour l'échauffement, mais aussi pratiquement et financièrement, il y a des avantages. À droite, vous voyez, c'est Vatican II, mais complètement en couleur. Donc, les autres immeubles qu'ils ont installés dans l'église. Une destination secondaire, répartition de l'espace, ici à Gand, une grande église au centre de Gand, où le chœur est divisé de la nef de l'église avec des grands panneaux, mais qui, comme ça, la nef est utilisée pour des activités. Oui, il y a beaucoup de types de... Ouais, ouais. Ça, c'est une image. C'est une église très petite près de Ypres où, après la messe, on fait le bar du village. À condition d'avoir assisté à la messe. Hein. Ouais. Mais je parlais de cohésion sociale et c'est aussi avec les patrimoines religieux parce qu'ils ont du chimay à voir. Ici, aussi une destination secondaire, c'est aux Pays-Bas, mais ça démontre qu'une place pour la communauté, une salle communale, disons, est installée dans l'église, mais quand les panneaux sont verts, c'est encore possible d'utiliser l'église comme place pour la liturgie. C'est une double usage qu'on voit déjà beaucoup plus en Flandre. Marché. Oui, un marché dans l'église de Saint-Amand à Roeselare. Ici, c'est toute l'église qui est utilisée pour ce marché, mais il y a aussi d'autres églises en Flandre qui utilisent seulement une partie ou le portail de l'église pour un point où les agriculteurs bio de la région peuvent vendre leur... Vous n'avez pas mis la date? Moi, j'aurais mis en 1500. En 1500. En l'an 1500, c'est ce qui se faisait. Il ne faut pas oublier que les neuf d'église étaient des lieux de marché. Ici, le camping, c'est quelque chose qu'on voit surtout maintenant en Angleterre, church and camping, donc des logissements aussi dans l'église. Des urnes cinéraires, on a déjà entendu parler aujourd'hui de cette idée, où l'idée de silence, l'idée base de l'église est très liée à une place où les familles peuvent laisser les urnes de leur famille. Ici, vous pouvez, c'est la même église, mais déjà remplie après des années. C'est une église en Allemagne, oui. Parce qu'en Flandre, maintenant, on a 4 projets qui sont qui sont presque finis comme plan, mais qui ne sont pas encore mis en pratique parce qu'il y a encore des petits problèmes législatifs. Ouais. Ici à Wallen, c'est Pulpik, donc c'est une ancienne église qui est utilisée maintenant comme cimetière, où il y a déjà une combinaison de enterrement et des urnes, qui a aussi gagné un prix parce que c'est un monument qui a
comme ça, eu beaucoup d'attention. Une église utilisée comme centre de la musique à Anvers, qui est très connue à Muse, mais aussi dans des petits villages comme ici à Markedal, sud de la province de Flandre de l'Est, utilisée comme centre culturel de la commune. Oui. Alors, Kiewietsnest. tout le mobilier liturgique était retiré. Oui, parce que là c'est une réaffectation. Oui. Ouais. Aussi cette église Kiewietsnest à Anvers où il y a beaucoup de différentes activités. C'est une église de cirque à Gand, une église qui est réaffectée mais qui est maintenant utilisée par cette organisation qui utilise l'église pour le cirque, mais qui a aussi, c'est une organisation sociale qui a vraiment eu un impact très positif sur le quartier, qui est multiculturel et comme ça, qui lie aussi des autres organisations et des autres religions à ce projet. L'église comme musée, ou l'église comme bibliothèque, ici à Dixmude, en Flandre de l'Est. Ça c'est plutôt exceptionnel, c'est pas une église paroissiale, c'est une église d'une école qui est transformée en halle de sport. Une autre église d'une école qui est utilisée aussi pour espace didactique. Et ici, ils ont fait des classes sur la première étape, étage. Ça, on a plusieurs en France. C'est en box en box. Et j'ai presque fini avec les exemples. Ici, c'est à Tongres, peut-être vous l'avez vu quand vous étiez à Tongres il y a quelques semaines, non? C'est l'organisation touristique qui a le base de cette Et le dernier exemple, c'est un cas de repos ici à Lustwesen, qu'ils ont utilisé encore comme chapelle, mais aussi en même temps comme salle centrale dans le bâtiment. Voilà, ça c'était bref, qu'est-ce qui se passe maintenant en Flandre pour le thème de l'avenir des églises. Donc, voilà, merci.